sur le plateau de Une goutte d'ordinaire pour parler cette fois de la nuit rwandaise. Le 7 avril, c'est l'anniversaire de la commémoration du génocide rwandais de 1994. Et j'ai l'honneur d'accueillir Michel Sidbon, éditeur et libraire. Son édition s'appelle L'Esprit Frappeur, qui sort pour la deuxième fois cette revue annuelle, La Nuit rwandaise. Alors Michel, L'Esprit Frappeur, donc aussi un titre évocateur. C'est toi qui as créé cette maison d'édition. Quels sont un petit peu les objectifs que tu poursuis à travers cet outil que tu as créé maintenant, je crois, depuis plus de 10 ans. Oui, en 97, un truc comme ça. De dire ce qu'on dit pas. En un mot. Dire ce qu'on dit pas. À l'époque déjà, on était après le génocide du Rwanda en particulier, mais un certain nombre d'autres sujets m'étaient apparus comme intéressants dans ce pays et peu évoqués. J'avais fait une revue qui s'appelait Maintenant à l'époque. Tiens, je viens de vous croiser dans le bar il y a un quart d'heure une lectrice de cette revue que j'avais fait en 1995 là. Et cette revue avait évoqué principalement la question du Rwanda et de la responsabilité française dans le génocide qui s'y est produit, mais aussi des questions comme celle de la même responsabilité de la diplomatie ou de l'armée française en Birmanie, et diverses questions. En fait, plus on soulevait, on avait pendant un an soulevé toutes sortes de sujets et découvert au fur et à mesure qu'on travaillait, qu'on faisait du journalisme de façon improvisée, on va dire. Et on découvrait qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas dites dans ce pays, et qui étaient peu dites en tout cas, qui étaient sues, qui étaient documentées, mais que les journaux ou les maisons d'édition ne mentionnaient pas rigoureusement, méthodiquement. Et ce qui faisait que Maintenant était fait par des amateurs sans aucun moyen, mais bourré de scoops à tous les numéros. On n'arrêtait pas de dire des choses qui étaient non dites. Alors, quand Maintenant c'est terminé, de quel sujet tu parles? Quels sont tes sujets de prédilection? Quel thème tu abordes en priorité? Je vais dire prioritairement par-dessus tout celui-ci dont on parle là, que je viens d'évoquer. Là, on parle du Rwanda, de la responsabilité française dans le génocide du Rwanda, et donc du fait que la diplomatie, l'armée française, l'État français peut avoir des politiques aussi dramatiquement criminelles que ça, et pas seulement au Rwanda comme on le vérifie, en d'autres lieux aussi, et sur d'autres thématiques aussi, comme on peut le voir par rapport aux sans-papiers plus régulièrement ici. Alors si on vient visiter ta librairie, ta maison d'édition qui est rue Keller, qu'est-ce qu'on va trouver comme ouvrage principalement représentatif des éditions? Principalement représentatif, je sais pas, on en a fait quelques centaines, donc au bout d'un moment, je sais pas, c'est la diversité qui fait la chose. Je saurais pas dire. Vraiment, ce que je veux dire, principalement, je me répète et j'arbête, principalement, la raison d'être de tout ça, c'est de dénoncer la responsabilité française dans le génocide du Rwanda. Première. C'est la première raison pour faire cette revue Maintenant que Yvette ici présente lisait à l'époque. C'est la première raison pour avoir fait L'Esprit Frappeur. Étant entendu que dans les deux cas, que ce soit quand j'ai fait Maintenant que comme quand j'ai fait L'Esprit Frappeur, je me disais finalement ce niveau de gravité qui apparaissait là ne pouvait pas être isolable. Ça pouvait pas être un phénomène anecdotique et un épiphénomène comme ça, un hasard, une circonstance particulière. Forcément, c'était révélateur de quelque chose de plus systématique. Et que ce soit par rapport au problème de l'information. Si l'information avait pu être occultée de façon aussi magnifique par rapport à un sujet comme le Rwanda, eh bien, ça traduisait une maladie des systèmes d'information, pas seulement le problème du Rwanda, mais que les systèmes d'information étaient malades. Et c'était la raison première pour faire Maintenant à l'époque. Et c'était pareil quand Maintenant n'a pas marché, Maintenant a été un échec commercial lourd. Eh bien, on l'a prolongé en Esprit Frappeur, qui lui a marché plus ou moins, mais ça c'est une autre histoire, pendant un certain nombre d'années. Et là maintenant un peu moins, mais continue. Alors, La Nuit rwandaise, le premier numéro est sorti en 2007. Comment est-ce que tu as constitué tous ces recueils de textes? Tu avais déjà un réseau installé de gens, de journalistes, de chercheurs. Depuis maintenant 94 que je commençais à travailler là-dessus.
J'avais en particulier en 94 rencontré Jean-Paul, le papa de Bruno, là, qui était Jean-Paul Gouteux, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, ou presque, et avec qui j'ai travaillé toutes ces années là-dessus, et qui avait publié donc, j'avais publié son livre, là son premier grand livre du même nom, La Nuit Rwandaise. Quand il est mort avec Bruno, on s'est dit qu'on allait, pour lui rendre hommage, faire un cahier d'hommage qui prolongerait son travail. Et finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à cette idée qu'on ferait peut-être pas un hommage juste mortuaire comme ça, mais que la meilleure façon de rendre hommage vraiment, c'était de prolonger le travail vraiment, et que pour ça, une périodicité annuelle comme ce qu'on a adopté là, pouvait être la bonne solution, et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, et que je crois qu'on entend continuer, probablement. Et on peut prendre rendez-vous pour l'année prochaine, le 7 avril prochain, tous les ans, à la date anniversaire du génocide, du début du génocide. Cette revue consacrée exclusivement au thème, enfin quasi exclusivement, à la question des responsabilités françaises dans le génocide. Comme le travail de Jean-Paul a été, comme mon travail depuis maintenant, depuis 95, a été principalement consacré à ça. La vérité, c'est que les observateurs attentifs verront dans ce numéro, comme dans le précédent numéro, qu'on aborde aussi les responsabilités vaticanes. Et en fait, on y tient. Parce qu'en fait, quand on dit responsabilité française, c'est une définition peut-être restrictive. On veut dire les responsabilités en amont. C'est-à-dire on ne s'intéresse pas forcément aux responsabilités sur le terrain de celui qui a tenu la machette in fine, on s'intéresse aux commanditaires. Et là, quand on s'intéresse aux commanditaires, on sait que la France a des responsabilités énormes. On peut en faire des volumes entiers. J'en suis à 10 livres publiés. Et cette revue, elle pourra reparaître tous les ans et il y aura toujours des informations supplémentaires, on peut être sûr. Et la vérité, c'est que si on cherche en amont, c'est moins documenté, mais c'est tout aussi certain. Les responsabilités vaticanes sont également écrasantes. Et il n'est pas exclu d'ailleurs, si vous voulez faire un schéma simple de ces responsabilités, de dire que la France a fait le boulot que le Vatican lui demandait de faire. Et que donc ça n'est pas une responsabilité moindre. En amont de la responsabilité française, il y a la responsabilité vaticane, peut-être. C'est une hypothèse, disons, de schéma. Et donc, méthodiquement, on refuse de limiter, de circonscrire seulement à la responsabilité française. C'est la question des responsabilités, ce que j'appellerais les vraies responsabilités. Et je précise que ça ne retire rien aux criminels rwandais sur le terrain qui ont exécuté les actes les plus barbares qui soient, mais ça précise la question de ce qu'on peut appeler la responsabilité politique. Après, il y a une responsabilité criminelle qui peut être plus diffuse. La responsabilité politique au sens strict, et au Rwanda aussi, il y a des responsabilités politiques de type politique aussi. Mais quand on sait, pour l'avoir maintenant depuis 14 ans, beaucoup étudié, beaucoup exploré, à quel point ce crime a procédé de techniques de manipulation extrêmement sophistiquées, de manipulation politique extrêmement étudiées et qui sont sur le long cours maintenant. Depuis l'année dernière, on peut remonter à un livre qui n'est pas paru, pas édité par moi, celui-là, et avec quelques défauts, je le critiquais dans le numéro 1 de la revue d'ailleurs, mais avec beaucoup de qualité aussi, qui s'appelle Une guerre noire, une étude faite par un journaliste et un chercheur, remontée à 1954, pour établir comment il y avait des plans de faire ce qui a été fait en 94. De 54 à 94, ça vous fait 40 ans de préméditation. Pas peu. Et effectivement, on arrive à le documenter tout à fait, comment le plan s'est déroulé sur 40 ans. Et pour être finalement exécuté par l'armée française les 4 dernières années, la dernière année surtout, le dernier trimestre, où il y a eu 1 million de morts. Alors, La Nuit Rwandaise, c'est une suite d'artistes, de journalistes, d'articles écrits par des spécialistes. Ici, nous avions... y compris des rescapés. Et des rescapés, des témoignages. Si vous voulez faire un résumé rapide, Vénus de Kaimae est un des principaux rescapés. Moi, je le qualifie du primo levi du génocide rwandais, si on veut. Il a écrit un magnifique livre que j'ai publié, d'ailleurs, que j'ai l'honneur d'avoir publié. Pour le coup, on peut dire l'honneur. Alors on peut les citer, donc il y a Vénus Kaimae,
Jean Carbonaré. Alors Jean Carbonard, lui, c'est encore quelqu'un d'autre qui mérite d'être présenté aussi. C'est une figure morale. Je crois que Serge pourra en parler. Il l'a rencontré. Et là, il fournit un document tout à fait important. Jean Carbonard, en 93, a mené une enquête au Rwanda avec des associations de droits de l'homme et a réussi à constater le degré de l'implication française, le degré de préparation du génocide, et est revenu en France en 93 pour prévenir l'opinion publique et les autorités politiques de ce que là il se passait quelque chose de tout à fait à éviter. Jean Carbonard est intervenu à la télévision française à l'époque sur France 2 je crois, et il a interpellé le public, a interpellé Bruno Mazur, c'était en lui disant mais on peut faire quelque chose, il est encore temps, faisons quelque chose, vous aussi monsieur Mazur vous pouvez faire quelque chose. Et il a même éclaté en larmes sur le plateau de France 2. Ça c'était en janvier 93, 15 mois avant le génocide. Là aujourd'hui, il raconte ses souvenirs de janvier 93. Alors, c'est un article qui s'appelle Une gigantesque prison pour un gigantesque cimetière. Et il raconte comment à l'époque il allait à l'Élysée et il voyait Bruno Delay, qui était le monsieur Afrique de Mitterrand, qui le recevait les pieds sur la table avec une nonchalance et une désinvolture par rapport à ce que Carbonard est en train de dénoncer, qui est tout à fait parlante. C'est un document tout à fait exceptionnel qu'on a là et que Serge a rapporté de la campagne profonde où Jean Carbonard est aujourd'hui à 82 ans et quelques retraités et parle rarement. Une petite anecdote, puisque j'y étais il y a peu, j'étais à Dieu-le-Fit, là où il est actuellement. Dieu-le-Fit est un village de Juste, c'est pendant le génocide des Juifs, durant la Seconde Guerre mondiale, un village qui a doublé sa population pendant la Seconde Guerre mondiale pour accueillir justement les Juifs qui étaient persécutés. C'est assez intéressant, ce village est une sorte de singularité extrême de justice, de justesse, de juste, et qui par rapport à l'action que nous menons tous, qui avons envie simplement de faire prendre conscience de la réalité de l'implication de notre propre pays dans ce crime des crimes, ce village-là participe également à mobiliser, ce qui est très très intéressant de voir la continuité. C'est un petit hommage que je leur rends. Lorsque j'ai rencontré Jean Carbonard, donc il y a quelques semaines, c'était la première fois que je le rencontrais, et donc je me suis présenté, je sais plus dans quel terme, mais j'ai félicité d'une certaine manière d'avoir fait tout ce qu'il avait pu faire en janvier 93 pour mobiliser l'opinion lorsqu'il était encore temps de le faire, pour faire en sorte que ce génocide annoncé ne se réalise pas. Et il m'a dit à ce moment-là, oui, mais c'est trop tard. Et quand j'ai pris la parole pour présenter justement un certain nombre de travaux, je lui ai rendu hommage. Et je lui ai surtout dit une chose, en réponse à ce qu'il m'avait dit, je lui ai dit non, c'est pas trop tard. Bien sûr que c'est trop tard pour les victimes qui sont aujourd'hui mortes, mais il ne faut pas oublier une chose, un génocide, ça se fonctionne en trois étapes. La première étape, c'est la planification. La deuxième étape, c'est l'exécution du génocide. Et la troisième étape, c'est la négation. Aujourd'hui, on est en plein dans la phase de négation, et je reprendrai une phrase très pleine de sens d'Yves Ternon, qui est un spécialiste du génocide arménien, qui dit que le négationnisme est constitutif du génocide lui-même. Dans cette troisième étape, nous avons besoin de combattre. Il faut continuer à combattre. Le génocide est encore en cours d'une certaine manière, et en ce sens, je répondais à Jean Carbonard en lui disant donc non, ce n'est pas trop tard, le combat se mène toujours, même s'il y a 1 million de morts derrière. Ça peut paraître fou de dire ça, mais il faut bien en avoir conscience, parce que si nous ne parvenons pas à faire en sorte que la vérité, donc la justice, que la vérité soit révélée, c'est une doctrine qui va être réutilisable. Et pour que ça puisse cesser, il faut que nous allions jusqu'au bout de ce combat, qui est un combat citoyen et humain. Et nous savons combien aujourd'hui l'Afrique est en danger. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de manipulations aussi politiques ont lieu actuellement. On pense évidemment au Niger avec ce qui se prépare. Certains annoncent déjà un génocide des Touaregs. Et c'est vrai que avec l'éclairage de la vérité que porte l'histoire, peut-être on peut peut-être ralentir ou empêcher les choses, ou peut-être détourner le cours de l'histoire. Alors Serge Farnel, pour te présenter, donc toi tu as aussi écrit un certain nombre d'articles dans la nuit rwandaise, et notamment tu as réalisé des interviews. Je vois qu'il y a 3 interviews qui sont reportées dans les nuits rwandaises. Alors tu as passé 6 mois d'enquête dernièrement au Rwanda.
Qu'est-ce que tu peux en tirer comme conclusion? Alors, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps dans la région des Grands Lacs, autant au Rwanda, au Congo, dans l'Ouganda qu'au Soudan. L'idée, les interviews sont vraiment multiples. Hein. Il s'agit d'interviews qui sont aussi bien celles d'un psychothérapeute qu'il m'intéressait d'interviewer pour récupérer un peu son point de vue quant au traumatisme aussi bien des victimes que des génocidaires, même si ça peut paraître étrange, mais ça permet de comprendre aussi un certain nombre de réactions après coup de la part de certains d'entre eux. Certains ne regrettent absolument pas et referaient ce qu'ils ont fait. D'autres se rendent compte qu'ils ont été qu'on leur a lavé le cerveau. Bon, c'est très complexe. Bon, et donc il y a des interviews qui sont très diverses. Il y a des interviews politiques, on va y venir. Une interview assez intéressante également est celle du général Laurent Nkunda. Alors Laurent Nkunda, qui c'est un général qui a fait dissidence au Congo pour protéger la population Tutsi soumise aux exactions commises par les anciens génocidaires du génocide des Tutsis du Rwanda. Alors il faut, pour se rappeler historiquement ce que font les génocidaires à cet endroit de la planète, dans l'est du Congo, il faut savoir que l'opération soi-disant humanitaire turquoise par laquelle les soldats français sont intervenus au Rwanda en juin 1994 était en fait une opération à vocation stratégique, militaire et stratégique, et qui a eu pour but, lorsque les forces armées rwandaises génocidaires n'étaient plus en mesure de juguler l'avancée du Front patriotique rwandais venu d'Ouganda, cette opération turquoise a eu pour objet en fait d'exfiltrer les anciens génocidaires vers la partie est du Congo, enfin de l'ancien Zaïre, afin de les réorganiser dans des camps d'entraînement et de préparer la reconquête du Rwanda. Un certain nombre de ces anciens génocidaires Hutus sont revenus au pays, au Rwanda. D'autres sont restés dans les forêts de l'est du Congo et terrorisent la population Tutsi congolaise. Ça, c'est vraiment un drame d'aujourd'hui qu'il faut vraiment dire avec force. Et de nombreux Tutsis congolais sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés au Rwanda. Pour justement se protéger à la fois des génocidaires et à la fois bien sûr de la dissidence et de la guerre civile en fait qu'il y a là-bas. Donc lorsque je m'étais rendu à cet instant au Congo pour rencontrer donc le général Laurent Nkunda, celui-ci m'avait affirmé et on en a eu la preuve, j'ai eu accès à ce papier, que l'ancien chef militaire qui n'est plus actuellement en poste de la MONUC, qui est la mission des Nations Unies au Congo, qui s'appelle Christian Houdet, refusait à cet instant d'aider à désarmer les milices génocidaires. Donc il accusait à ce moment-là la France de continuer finalement à les soutenir. Mais tout ça est important pour qu'on comprenne que la situation actuelle est dans la continuité de ce qui s'est passé au Rwanda. Alors passons à la deuxième interview de Charles Murigand. Alors Charles Murigand, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc en fait l'idée c'était de savoir finalement comment il se positionnait. On était donc déjà dans le cadre de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. La question était de savoir ce qui avait amené à pousser le Rwanda à rompre ses relations diplomatiques. Bon, on a eu la confirmation claire que c'est parce que il ne croit absolument pas en l'indépendance entre la justice et l'exécutif en France, et considère que les mandats d'arrêt qui ont été émis contre 9 des proches de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, ont été lancés en accord avec le gouvernement. Il ne s'agissait pas simplement de la part du juge d'instruction français Jean-Louis Bruguière d'une réelle enquête, mais d'une orchestration faite avec le gouvernement. À partir de cet instant, ils ont considéré qu'une guerre leur était véritablement lancée par le gouvernement français, et donc ils se sont mis en situation de guerre dans une certaine mesure. Et c'est très intéressant si on rapproche ça avec les récents propos du Quai d'Orsay. Enfin, je parle de Kouchner et de son conseil politique,
lorsque ils disent ne pas pouvoir aujourd'hui, remédier, à stopper ces mandats d'arrêt parce que il y a cette indépendance entre la justice, l'indépendance de la justice en France, mais ce propos qu'il propose à l'occasion de son intervention le 7 avril aux rescapés des génocides à Paris, c'est un propos auquel ne peut pas croire l'actuel gouvernement de Kigali, puisqu'ils ont rompu eux-mêmes les relations diplomatiques parce qu'ils ne croyaient pas dans les propos de l'ancien porte-parole Mattei lorsqu'il disait justement qu'il y avait une indépendance. Donc on est un petit peu actuellement, je trouve, dans une situation où chacun, on va dire, chacun, en tout cas je peux dire d'une façon intuitive que il me semble que le gouvernement français, le Quai d'Orsay actuellement, garde un petit peu sous le coude ces mandats d'arrêt, mais c'est mon opinion, hein, c'est mon intuition, garde sous le coude ces mandats d'arrêt pour une sorte de négociation avec le gouvernement de Kigali, qui lui a sous le coude autre chose, qui est le rapport qui a été remis par la Commission nationale indépendante dirigée par Muccio sur l'implication de la France dans le génocide. Alors, est-ce qu'ils sont en train on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont en train de jouer une sorte de rapport de force? En fait, j'en suis pas sûr, puisque le rapport accablant pour la France officielle, je parle bien d'une certaine France, risque de sortir bientôt avec, et ça a été annoncé récemment, avec des précisions absolument terribles sur l'implication des militaires français dans la perpétration du génocide d'1 million d'êtres humains. Alors, tu as fait aussi l'interview de Jean de Dieu Muccio. Voilà, Jean de Dieu Muccio est l'ancien ministre de la Justice du Rwanda, qui était le président de cette commission nationale indépendante, dite donc commission Muccio, qui a fait quelques 600 auditions de témoins de faits, de contexte, sur le thème de l'implication de la France dans le génocide des Tutsis. À l'occasion de l'interview qu'il m'a accordée quelques jours après, à la fin des auditions des témoins de fait, il m'a précisé clairement que, et là il a parlé en tant qu'ancien procureur, en tant que pénaliste, que les preuves qu'ils ont à leur disposition permettent aujourd'hui de déférer de hauts responsables politiques français devant une cour de justice internationale. Je lui ai fait répéter cela parce que c'est quelque chose de très important, et il me l'a répété clairement. Il a tout à fait conscience à cet instant qu'il parle à un journaliste et que ça engage le Rwanda politique. Donc déjà depuis quelques mois, on sait que si le Rwanda le veut, ils ont au niveau juridique la possibilité de déférer certains de nos hauts dirigeants devant une cour de justice internationale. Donc les preuves existent, comme tu titres l'interview, permettant de déférer des hauts responsables français maintenant à la Absolument. justice de faire un petit peu son travail d'investigation en toute indépendance. Alors Serge Farnel, des interviews, Mediba aussi, peut-être c'est quelqu'un dont tu peux nous parler. Oui, quand on parlait tout à l'heure de maintenant, que quelqu'un ici a lu jadis en 95, Mediba était le rédacteur en chef, on va dire, de ce journal, et a découvert en faisant ce journal le dossier rwandais, a fait un excellent travail de journalisme à l'époque, improvisé là aussi, on était tous en train d'improviser, mais le sien a particulièrement été reconnu pour sa qualité. Et suite à quoi il a fait un des premiers esprits frappeurs, le premier consacré au sujet, qui s'appelle Rwanda, un génocide français. La formule est de lui. Un génocide français, c'est grosso modo ce qui pose le plus problème. Peut-on dire ça? Ce qui est le plus inacceptable par
en tout cas les autorités politiques susceptibles d'être déférées devant des cours internationales ou je ne sais lesquelles, mais y compris par la conscience commune dans ce pays, fréquemment, l'idée que la France ait pu commettre un génocide est quelque chose face à quoi on résiste énormément. Et c'est pour ça que Mehdi avait choisi ce titre. C'est pour ça, je crois, que le groupe Génocide Made in France a choisi aussi son nom décalqué un peu sur ce titre. Et on peut dire que c'est le sens général de cette action, c'est d'arriver de cette recherche, c'est d'arriver à provoquer la prise de conscience de ce que cette chose impensable, non seulement est possible, mais est avérée, a eu lieu. Alors Xavier, tu es porte-parole donc du collectif que tu viens de citer, Génocide Made in France. Et alors en quoi ce collectif, quels sont les moyens d'action qui existent ? Alors ce collectif s'est constitué il y a déjà près d'un an pour rendre visibles en fait les travaux de tout un tas de gens qui dénonçaient justement l'implication de la France dans le génocide, avec un effet relativement faible malheureusement, parce que certes nous sommes en démocratie et nous avons accès à ces infos, et pour autant tous les gens qui sont désignés clairement avec moult preuves par tous ces travaux ne sont jamais traduits devant les tribunaux. Alors nous on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer d'accélérer un tant soit peu la prise en compte judiciaire de ces complicités en les rendant visibles, en essayant de jouer la médiatisation, le coup d'éclat pour ne plus laisser le silence recouvrir tous ces crimes et toutes ces complicités. Serge Farnel le disait un instant, nous sommes très inquiets de voir le Rwanda et la France finalement reprendre des relations diplomatiques classiques, évidemment pour des intérêts économiques. Le commerce est en train de reprendre ses droits et nous ne voulons pas que le commerce ensevelisse la vérité et le travail de la justice. Nous devons ça aux millions d'assassinés du génocide des Tutsis, et puis aussi à tous les Français qui se sont retrouvés complices malgré eux du crime des crimes de ce dernier génocide du XXe siècle. Merci Xavier. Alors Bruno Goutteux, toi aussi tu as écrit donc dans ces nuits rwandaises, négationnisme au Sénat. Effectivement, tu fais partie des personnalités de l'esprit frappeur, hein, éditeur actif. Et là, tu as prêté ta plume pour écrire négationnisme. En fait, je reviens sur un colloque qui s'est tenu en 2007 au Sénat, à l'initiative d'une association qui s'appelle Démocratie, qui est présidée par le général Paris, et qui a appelé plusieurs personnalités à venir s'exprimer sur le génocide rwandais et le rôle de la France au Rwanda. Donc c'est intéressant de voir ce qui a pu se dire dans le cénacle du palais du Luxembourg, quoi, en plein Sénat, de voir des militaires français, donc le général Lafourcade, le général Robardet, parler du génocide et notamment de l'opération turquoise. Il y avait également Paul Kies, qui était le président de la mission d'information parlementaire en 98, qui est venu en quelque sorte défendre le travail de la commission. Et plusieurs personnes, dont Pierre Péan. Grosso modo, ce qu'on peut noter de ce colloque, c'est qu'on voit des militaires français, dont Robardet en particulier, reprendre mot à mot l'idéologie des génocidaires, hein, y compris le parler génocidaire. Robardet, en plein Sénat, parle de Tutsis en les nommant INZ, hein, en parlant des Tutsis comme des cafards. C'est ce que disaient les génocidaires en 94. Et ça laisse penser que cette personne, donc Robardet, qui était au Rwanda de 90 à 94, qui était instructeur au Rwanda, au moment où la France formait les militaires rwandais, hein, les forces armées rwandaises, mais également la garde présidentielle et les miliciens rwandais qui ont commis le génocide. Hein, on a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. Donc cette personne en plein Sénat, 13 ans après le génocide, parle encore des Tutsis en les désignant comme des cafards. Est-ce que l'État français reconnaît le génocide en tant que tel? L'État français reconnaît le génocide. Mais justement, la rhétorique des génocidaires est assez abjecte. En fait,
ils ont plusieurs façons de procéder pour en minimiser l'importance et principalement minimiser le rôle qu'ils y ont joué. Donc on parle assez facilement de double génocide en France. En quelque sorte, les Hutus auraient été tout aussi massacrés que les Tutsis. Donc finalement, en appuyant les génocidaires Hutus, on répondait à un génocide perpétré également contre eux. Donc des personnes s'illustrent très tôt pour parler de double génocide. Mitterrand en premier, dès 1994, ou Dominique de Villepin. Et là, on peut voir toutes sortes de journalistes comme Pierre Péan ou les militaires eux-mêmes parler de double génocide. L'un des arguments rhétoriques des soutiens français aux génocidaires, c'est d'attribuer la responsabilité du génocide au gouvernement rwandais actuel, donc au FPR, qui en fait a mis fin au génocide en 1994. Donc c'est les personnes qui s'inscrivent dans la lignée de juge Bruguière. Et qui attribue donc quasi exclusivement le génocide aux Tutsis. En fait, les Tutsis seraient responsables de leur propre mise à mort. Merci Bruno. Donc l'esprit frappeur, donc éditeur, a sorti quand même un certain nombre de documents sur le génocide rwandais. Tu nous as amené des planches de BD, différents livres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui existe que vous éditez sur un point précis, là, une question que tu posais. Est-ce que la France reconnaît, est-ce que le gouvernement français reconnaît qu'il y a eu un génocide ? C'est en fait une position nouvelle, on peut dire, depuis un an, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, de dire oui, absolument. Il y a eu un génocide, simplement on n'y est pour rien. C'est une position assez originale, parce que finalement il y a eu précédemment d'autres positions qui étaient ce que Bruno évoquait là. Il y a eu double génocide, c'est la position de Mitterrand, disons. C'est des sauvages qui sont entretués, en gros, ça voulait dire ça, et on n'y est pour rien, là aussi, ça voulait dire on n'y est pour rien. Après, il y a eu la position un peu plus avancée, qui est celle de Quilès, pas forcément dans ce colloque, ni même personnellement à l'époque, mais celle de la mission la mission parlementaire qu'il avait dirigée, et qui était de dire oui, on y est pour quelque chose, mais ça nous a échappé. On n'a pas fait exprès, vraiment, on a été très maladroit. Et ça, c'était la position, disons, de la mission Quilès, et qui était la position dominante institutionnelle ces dernières années. Il y avait, peut-on dire marginalement, Pierre Péan, qui lui allait jusqu'à dire des cochonneries indignes, ou le journal Marianne aussi, qui quasiment prête la faute du génocide aux victimes. C'est un peu abject, qui était très en cours. Et qui est très répandu dans l'opinion des fachos de ce pays. Mais sinon, là, le gouvernement de Sarkozy, là, avec Kouchner au ministère des Affaires étrangères, tente une figure un peu plus subtile, de dire non, absolument, il y a eu génocide, double génocide, non, pas du tout, il y a eu génocide des Tutsis. On était l'autre jour à la commémoration, 14e commémoration que la communauté rwandaise de France célébrait dans un deuxième sous-sol d'un local paroissial. Et il y avait là une gerbe du ministère des Affaires étrangères qui venait s'incliner sur le génocide des Tutsis. Il y avait là un représentant du ministère des Affaires étrangères. Bernard Kouchner n'a pas osé venir, peut-être parce qu'on était là, mais il était prévu qu'il vienne. Dans l'après-midi, Ramayad a été à une autre cérémonie de commémoration. Les autorités françaises, au contraire, multiplient. Kouchner était, il y a quelques mois, à Kigali même, 2 heures. Posé, il a juste été s'incliner une seconde et reparti. Non, entre-temps, il avait fait une déclaration. Et la déclaration, c'était non, l'armée française n'a pas participé. Serge, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le même Kouchner écrivait la même chose? Alors, je vais aller totalement dans le sens de Michel. J'assistais donc aussi à cette commémoration. Il faut bien comprendre. Bernard Kouchner a beaucoup insisté avec une force de persuasion extraordinaire. Enfin, en même temps, il a enfoncé une porte ouverte. Il a dit c'est un génocide. Bon, très bien, sauf que ça fait quand même un peu longtemps maintenant que tout le monde sait que c'est un génocide. Mais lui, il le dit avec force devant El Kabbach sur Europe 1 ou à d'autres occasions. Je vous jure, j'y étais, c'était un génocide. Comme si la question aujourd'hui, c'était celle-ci.
bien sûr que ils ont pris une position officielle en disant ça y est, enfin la France, l'officiel ne parle plus de double génocide. J'ai envie de dire, il était temps. Mais maintenant, on a l'impression que Bernard Kouchner fait une croisade. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui, avec beaucoup de courage, est en train de crier haut et fort, j'y étais, c'était un génocide. Alors déjà, premièrement, il fallait le dire au moment où ce génocide avait lieu. Or, à la mi-mai, Bernard Kouchner parlait de catastrophe humanitaire. Il ne parlait pas de génocide. Lorsque Jean-Hervé Bradol, qui était médecin chez Médecins sans frontières, lui, 3 jours après son intervention, lorsque Bernard Kouchner avait parlé de catastrophe humanitaire et non de génocide, lui parlait de génocide. Donc Bernard Kouchner, lui, ne parlait pas de génocide. Il utilisait à ce moment-là, je dirais, la même rhétorique que celle qu'utilisait un certain Guy Tenis, un père blanc, qui, avec plus de 20 fax envoyés à sa hiérarchie, bien sûr dénonçait haut et fort les massacres. Et avec des trémolos dans la voix, comme c'est également le faire Bernard Kouchner. Mais il ne parlait pas de génocide. Donc quand vous parlez de massacre, on peut pas dire qu'est-ce que vous nous reprochez, on a bien dénoncé les massacres, bien sûr, mais est-ce que vous avez dit qui étaient les tueurs, qui étaient les victimes? Autrement dit, est-ce que vous avez donné les clés à l'opinion internationale pour qu'elle puisse se mobiliser? Non. Alors aujourd'hui, Kouchner, bien sûr, dit haut et fort, j'y étais, comme si c'était le grand combat à mener. Non, non, il y a toujours un métro de retard. Aujourd'hui, le combat, il est autre. Et le combat, je vais vous dire, parce qu'on va peut-être pas tourner sans qu'on s'en rende compte, finalement, on ne dit pas les choses. Mais les choses, elles sont quoi? Elles sont que des soldats français ont jeté des Tutsis des hélicoptères. Elles sont que des soldats français ont ouvert des barrières dans le camp de Gishita, dans lequel ils étaient présents, pour convoyer des miliciens génocidaires qui aillent tuer des Tutsis sans défense dans les collines de Bicessero, des Tutsis que venait de découvrir le soldat français, l'officier français Duval, quelques jours auparavant, en leur disant protégez-vous, on va venir vous amener du renfort. Mais entre-temps, ils ouvraient les barrières aux convois de génocidaires pour aller tuer ces gens à qui ils avaient dit qu'ils les protégeraient. Donc des viols ont été enregistrés de soldats français dans le camp de réfugiés de Nyarushishi. C'est pour ça qu'il faut à un moment effectivement dire voilà, monsieur Kouchner, la réalité maintenant, vous êtes toujours en retard d'un train, mais la réalité aujourd'hui, celle dont on vous demande de parler, c'est celle-ci. C'est plus de savoir s'il y a eu un génocide ou pas, parce que la question n'est plus aujourd'hui de savoir si ce million de morts, si c'était un génocide, double génocide, si c'était un génocide planifié ou non planifié, parce qu'il y a encore des gens qui disent que le génocide était non planifié, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de morts en 3 mois, mais sur une soi-disant colère spontanée des masses Hutus. C'est une absurdité. Donc, mais on a le sentiment que là, la voix officielle de la France, du Quai d'Orsay, c'est la suivante, c'est de dire nous allons essayer de mettre en musique une nouvelle musique. Mais nous disons haut et fort aujourd'hui, nous ne marchons pas. Nous ne marchons pas. Et les citoyens français reconnaîtront peu à peu, et d'ailleurs l'histoire reconnaîtra elle, que ne fera que 2 clans. Ceux qui ont dit les choses, ceux qui n'ont pas dit les choses. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de consensus. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay essaye de nous amener vers un point final consensuel pour une réconciliation politique entre le Rwanda et la France. C'est peine perdue. Une commission d'enquête citoyenne a depuis un certain temps pris le relais de la mission d'information parlementaire défaillante pour faire entendre la voix d'un certain nombre de citoyens français qui, tout simplement, au nom de la tradition française, et ça c'est une pierre dans le jardin que je fais aux négationnistes qui voudraient faire en sorte que des gens comme moi, Bruno, Michel et toutes les personnes qui se réclament de la vérité voudraient faire en sorte de les cataloguer comme des anti-France. Non, au contraire, il s'agit bien pour nous de cette tradition française qui consiste à rétablir la justice et la vérité. Alors, on va demander le dernier mot à Xavier, porte-parole du collectif Made in France. Génocide Made in France. Avec une interrogation derrière ce titre. Est-ce qu'il y a d'autres génocides qui se profilent peut-être Alors,
effectivement, les gens qui ont formé le collectif Génocide Made in France et avec qui nous avons fait un certain nombre d'opérations spectaculaires en rougissant de sang les bassins du Louvre, ceux du Trocadéro, en reconstituant un charnier semblable à ceux que l'on a pu voir au Rwanda, ou en immaculant ou en maculant de rouge Hubert Védrine parce qu'il était complice de cette politique indigne de la France au Rwanda. Effectivement, les gens qui ont donc formé ce collectif Génocide Made in France n'ont pas à cœur seulement de dénoncer la politique de la France au Rwanda, mais au-delà, la politique france-africaine en un seul mot, c'est-à-dire la nature mafieuse de la politique étrangère de la France en Afrique, le soutien à un certain nombre de dictatures, la fourniture d'armes et le pillage évidemment des richesses de ces pays. Donc la dénonciation de la complicité de la France dans le génocide du Rwanda est pour nous emblématique d'une politique beaucoup plus large qui, depuis le début des années 60, vise à confisquer l'indépendance de ces pays, des pays africains, de nos anciennes colonies, pour mieux les piller. Alors merci à tous. La nuit rwandaise numéro 2 qui vient de sortir donc le 7 avril, date anniversaire de la commémoration du génocide de 94 du Rwanda. C'était une goutte d'ordinaire, une manière symbolique de présenter cette nuit rwandaise dans le quartier de la Goutte d'Or, qui est un quartier qui est largement ouvert sur l'Afrique, mais aussi une Afrique culturelle, mais aussi une Afrique politique, pour que cette parole soit diffusée beaucoup plus largement au-delà des frontières sur Rue Léon TV, qui est diffusée dans le monde entier. Merci Michel, merci Bruno, merci Serge, merci Xavier. C'était une goutte d'ordinaire.